Bien, bonjour à toutes et à tous. On va donc aujourd'hui se consacrer à l'art flamand et anglais au XVIIe siècle, en se consacrant donc à ces deux régions européennes. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. On a constaté dans le troisième épisode du chapitre 11 que l'art pratiqué en Grande-Bretagne privilégiait, vous l'avez vu, non seulement le genre du portrait, mais aussi celui des modèles du nord de l'Europe. De nombreux artistes hollandais, flamands étaient actifs en Angleterre au XVIe siècle. Il pouvait être également actif dans l'ouest du Saint-Empire, je pense notamment à Hans Holbein. Et ce phénomène se poursuit au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, en Angleterre, est essentiellement un XVIIe siècle paradoxalement néerlandais, puisque la plupart des grands artistes actifs en Angleterre sont issus des Pays-Bas méridionaux, septentrionaux. Et donc c'est à l'histoire conjointe finalement de cet art flamand, donc dans le sud des Pays-Bas, et de l'art anglais que sera consacrée cette première séance. Mais avant d'y venir, il faudrait rappeler quelques points concernant le contexte social, économique, politique des Flandres à la fin du XVIe siècle. Et ce contexte, il est marqué par ce que l'on appelle la guerre de 80 ans. C'est une guerre qui se déroule entre 1568 et 1648 et qui oppose l'Espagne d'un côté des Habsbourg et de l'autre côté les Flandres, ou plus exactement les 17 provinces qui composaient à l'époque les Pays-Bas, du sud vers le nord. Cette rébellion d'une partie des Pays-Bas contre la tutelle espagnole des Habsbourg, elle fait suite au développement du protestantisme dans les Flandres et qui s'oppose de ce fait au pouvoir catholique des Habsbourg d'Espagne. Et donc, vous avez plusieurs moments importants de cette rébellion qui commence en réalité sous Charles Quint, l'empereur Charles Quint, avec une forte répression religieuse de la part de l'empereur sur les sujets de sa couronne de confession protestante, qui va être une répression qui va être mise en œuvre par la Sainte Inquisition, avec des exécutions en place publique, et aussi avec des restrictions des libertés économiques de ces protestants. Puis, lorsque son fils Philippe II prend le pouvoir en 1556, cette répression s'accentue. Il augmente les impôts dans ces Pays-Bas, il l'intègre dans les institutions néerlandaises des émissaires espagnols pour pouvoir contrôler le pouvoir sur place, et il accroît la centralisation de l'Empire en installant de plus en plus de troupes dans les Pays-Bas pour pouvoir contrôler, avoir la mainmise sur les sujets néerlandais. Et donc cette nouvelle pression de Philippe II, le fils de Charles Quint, va provoquer d'abord l'opposition de l'aristocratie locale, dont celle qui se trouve, y compris celle qui se trouve dans les organes politiques. Et une partie de cette aristocratie va d'ailleurs démissionner de ses fonctions pour protester contre cette véritable dictature qui se met en place dans ces Pays-Bas. On voit ensuite, dans un deuxième temps, des émeutes populaires de plus en plus importantes dans les campagnes, qui sont souvent d'ailleurs favorables aux protestants, et qui vont notamment entraîner ce qu'on appelle la crise iconoclaste d'août 1566, qui est une crise durant laquelle de nombreuses œuvres d'art vont être détruites dans les églises par des troupes de fanatiques protestants. Troisième phénomène important, les exodes, puisque entre 1550 et 1590, la population d'Anvers, une des principales villes des Pays-Bas du Sud, des Flandres, en fait, passe de 150 000 à 42 000 hommes en l'espace de 40 ans. Donc une perte considérable de population qui va partir en grande partie soit vers la France, soit vers le Saint-Empire, soit surtout vers le nord des Pays-Bas. On reviendra sur cette question dans ce qu'on évoquera après les vacances, la peinture du nord des Pays-Bas. Le début véritable de la guerre entre l'Espagne et la sédition flamande va avoir lieu lorsque Guillaume d'Orange, dont je vous montre ici un portrait, va prendre en charge la rébellion néerlandaise et va devenir une sorte de héros de la libération des Pays-Bas. Et cela va aboutir en 1579 à la signature de l'union d'Arras, puis d'Utrecht, qui sont des unions qui vont valider officieusement la division du territoire des Pays-Bas entre d'un côté le sud du territoire, essentiellement les Flandres, majoritairement catholiques, et les 7 provinces du Nord, qui deviendront un peu plus tard ce que l'on appelle les provinces unies, qui correspondent grosso modo aux Pays-Bas actuels, et qui, elles, ne reconnaissent que l'Église réformée comme seule Église publique. Mais il faudra encore un certain nombre d'années avant que cette division officieuse ne devienne officielle. Il faudra passer par d'autres régents espagnols des Pays-Bas, je pense à Philippe III, puis ensuite Albert de Habsbourg, pour que progressivement s'installe une politique de conciliation, voire de réconciliation, qui va faire en sorte qu'au final,
on puisse se retrouver face à une véritable division actée officiellement entre donc les Pays-Bas du Sud, toujours sous domination des Habsbourg d'Espagne, et les Pays-Bas du Nord, les Provinces-Unies, qui sont désormais autonomes. Il faut attendre en réalité 1648 pour que cette division soit absolument officialisée. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser donc aux Pays-Bas du Sud, et notamment à un artiste qui marque véritablement de son empreinte l'art flamand de la première moitié du XVIIe siècle, à savoir Peter Paul Rubens, dont je vous montre ici un autoportrait. Alors, Rubens, il n'est pas né dans les Pays-Bas, il est né en fait en Westphalie, c'est-à-dire dans l'ouest du Saint-Empire, le 26 juin 1577, et il va s'installer à Anvers avec sa famille à partir de 1587 et va donc se former comme peintre à Anvers, d'abord auprès d'un artiste qui s'appelle Otto van Veen, puis ensuite en prenant son indépendance et donc en animant un atelier extrêmement riche, extrêmement puissant, qui va marquer véritablement de son empreinte artistique l'art des Pays-Bas, mais aussi plus largement l'art européen. En effet, Rubens n'est pas simplement un peintre flamand, c'est aussi un peintre international. Il fait autour de 1600 un voyage en Italie, qui va le mener notamment à Rome, à Gênes. Il va également faire des voyages en Espagne, à Londres. Et c'est donc un artiste qui va véritablement avoir une renommée internationale et qui va vraiment chercher, au début de sa carrière, à essayer de dialoguer avec les maîtres anciens et notamment les maîtres italiens. Un premier exemple de ce dialogue est cette copie qu'il réalise entre 1611 et 1612 à partir de la mise au tombeau du Caravage, qu'il voit en Italie lors de son séjour à Rome. Le tableau se trouvait au Vatican, à Saint-Pierre de Rome. Et c'est intéressant de souligner cet intérêt immédiat pour le Caravage, parce qu'on n'a pas nécessairement tendance à associer Rubens à ce que l'on appelle parfois le caravagisme, alors même que Rubens est un des premiers et des principaux spécialistes de la manière du Caravage en Europe. Il réagit presque immédiatement, 1612, c'est très tôt, quelques années après la mort du Caravage, il réagit assez tôt à l'œuvre du Caravage, à sa manière, à son clair-obscur, dont il est intéressé du point de vue des ressources expressives. Même si, vous le voyez, lorsqu'on compare donc, le tableau du Caravage à gauche et la copie réalisée par Rubens, on peut dire que d'une certaine façon, la copie de Rubens est une sorte d'interprétation ou de relecture coloriste. On voit bien comment il va éviter des ombres trop noires en les brunissant. Vous voyez que même le fond, qui est entièrement noir chez le Caravage, est légèrement éclairci à travers des touches de brun. Et il va aussi chercher à rendre compte d'ombres un peu moins intenses, moins noires. Et par ailleurs, il tente d'unifier la palette chromatique en utilisant un camailleux de brun, alors que chez le Caravage, on a des oppositions beaucoup plus fortes entre le clair et l'obscur, entre les parties composées notamment par les corps livides du Christ ou du drapé blanc qui l'entoure, et les parties très sombres qui constituent les ombres portées ou le fond sombre. On a donc chez Rubens une volonté de pouvoir prendre en compte cette expressivité du clair-obscur caravagesque, mais en essayant de le relire à travers d'autres modèles qui sont des modèles coloristes et qui sont notamment les modèles vénitiens. Ce sont les autres modèles auxquels Rubens accorde beaucoup d'importance, notamment lorsqu'il passe à Venise et qu'il étudie les œuvres de Titien, de Tintoret ou de Véronèse. L'une des premières œuvres importantes de Rubens, lorsqu'il revient à Anvers après son voyage en Italie, c'est ce triptyque de l'érection de la croix qu'il peint en 1610. Et c'est un triptyque qui a été peint pour la cathédrale de Notre-Dame d'Anvers, qui s'appelait Sainte Walburge à l'époque. Et c'est le premier ouvrage public exécuté par Rubens après son retour d'Italie. Et au fond, la caractéristique principale de l'art de Rubens, on la voit immédiatement illustrée, exemplifiée dans ce triptyque. Cette thématique, cette caractéristique, c'est l'action. Ce qu'intéresse Rubens, c'est la mise en action de ses compositions et des figures qui constituent ces compositions. Et pour cela, vous le voyez, il utilise de grandes diagonales qui vont structurer la composition, soit des grandes diagonales parallèles, la grande diagonale qui semble presque couper en deux le panneau central de la composition. On retrouve ce jeu des diagonales avec le geste du cavalier qui désigne ici les personnages qui sont en train de soulever la croix pour la planter au sommet du mont Golgotha. Donc, volonté de créer une action expressive corporelle extrêmement forte qui passe par une expressivité forte des corps, qui, vous le voyez, sont musculeux, sont en action, sont très dynamiques, qu'il s'agisse de corps en action ou de corps réagissant à l'action. Vous voyez comment cette figure de femme semble presque tomber à la renverse à la vue du corps du Christ soulevé sur sa croix, mais aussi une mise en action, une dynamisation par le coloris, avec des effets justement d'opposition
forte entre les parties claires et les parties sombres, selon un schéma qu'on vient d'évoquer, hein, qui renvoie à l'étude du Caravage. Donc on a affaire vraiment ici à une œuvre manifeste où Rubens, dès le début de sa carrière, affiche de façon très claire quels seront les problèmes, les questions qui vont l'intéresser tout au long de sa carrière. Mais je l'ai dit, Rubens souhaite aussi placer son œuvre et son art dans le sillage des grands maîtres passés et présents avec lesquels il va dialoguer constamment. Et je l'ai dit, les maîtres vénitiens sont aussi des maîtres qui l'intéressent. Et ici, je vous montre une œuvre que Rubens peint vers 1615 et qui dialogue avec une œuvre de Titien, une Vénus au miroir, que je vous montre à droite, à la partie droite. Et on retrouve là encore cette volonté pour Rubens de se nourrir au final de l'aliment que ces œuvres de Titien lui offrent, mais avec toujours la volonté de s'en détacher. On est vraiment dans ce principe de l'imitation que l'on trouve dans les peintures, les œuvres d'art anciennes, cette volonté de reprendre des modèles, mais toujours d'essayer de les reformuler afin de construire une manière personnelle. On voit que Rubens reprend ici l'harmonie du coloris dans son ensemble, hein, avec notamment cette structuration du coloris autour de la chair de Vénus, qui occupe la place centrale, autour de la blondeur de ses cheveux, et donc des figures, le figure de l'amour qui tient le miroir, à gauche chez Rubens, à droite chez Titien. Mais chez Rubens, on a des éléments qui, là aussi, lui permettent de se détacher du modèle vénitien. Le premier étant naturellement le travail de la chair. Vraiment, cette étude de chair, cette façon de donner au corps de Vénus un corps volontairement épais, avec des effets de plis de chair que l'on voit notamment au niveau des hanches, que l'on voit au niveau du dos. Cette volonté aussi de rendre compte de l'épaisseur de la chair. Pour cela, Rubens va utiliser une couche de préparation bleu-gris que l'on voit à certains endroits transparaître, hein, sur laquelle il va ajouter progressivement des couches de rose pâle pour pouvoir donner le sentiment finalement d'une sorte de superposition de couches pour créer le sentiment non pas seulement de la peau de Vénus, mais de sa chair, hein, de cette épaisseur de chair, ce que l'on appelle en italien la morbidezza, cette morbidesse qui renvoie à une qualité de chair épaisse, qui donne le sentiment de l'effet de présence de la figure dans l'image, hein, et donc de sortir d'une vision trop idéalisée des corps à l'imitation des modèles antiques. Ce jeu sur la chair, on le retrouve d'ailleurs aussi dans les cheveux, hein, puisque vous voyez que par rapport à Titien, Rubens fait le choix de dénouer la chevelure de Vénus, ce qui lui permet non seulement de jouer je dirais la diffusion, de la répartition de ces boucles de cheveux dans la composition, qui sont tenues en partie par cette servante, mais également les reflets de la lumière sur ces cheveux qui sont très, très finement marqués ici et qui renvoient toujours à l'idée qu'il faut essayer de construire une figure tridimensionnelle, hein. Comme le corps même de la figure, il faut donner le sentiment de l'espace dans lequel cette figure se place, est assise ici, et toujours dans cette idée d'essayer d'articuler ces différentes parties par le coloris et le clair-obscur, hein. On retrouve cette idée avec ces oppositions fortes entre le cadre noir ici du miroir, qui représentait deux faces et non pas de trois quarts comme chez Titien, hein, et donc un cadre très noir sur le qui met en évidence, qui permet de contraster des parties beaucoup plus claires. Autre élément très intéressant chez Rubens, c'est le jeu avec le spectateur. Si Rubens s'intéresse à la mise en action des figures, s'il s'intéresse à cette dynamisation de ses compositions, c'est d'abord parce qu'il cherche à créer un effet sur le spectateur. Il veut que ses œuvres soient spectaculaires, qu'elles happent le regard du spectateur, qu'elles l'appellent, qu'elles construisent vraiment un effet très puissant. Et pour cela, il lui arrive assez souvent d'interpeller les regards du spectateur, comme on le voit ici, où Vénus regarde le spectateur à travers le miroir, à travers son reflet, alors que le tableau de Titien est refermé sur lui-même. Le spectateur est un voyeur qui regarde une scène sans être vu, alors que chez Rubens, nous voyons une scène, nous voyons un tableau, mais le tableau nous regarde aussi. Et donc se crée un lien à la fois visuel, émotionnel, perceptif entre l'œuvre et le spectateur, qui permet de renforcer évidemment l'intérêt que l'on peut avoir pour cette œuvre, puisqu'on a l'impression que l'œuvre nous regarde, que l'œuvre nous appelle, qu'elle attire à nous, qu'elle attire à elle plutôt le regard du spectateur. On retrouve d'ailleurs ce jeu avec l'art de Titien, qui est aussi un maître, comme je l'ai dit, qu'admire énormément Rubens, dans cette Assomption de la Vierge, peinte vers 1637, où on retrouve l'idée de base, hein, le disegno de Titien, de la fameuse Assomption de la Vierge qu'on a vue dans le cours consacré à la peinture vénitienne du XVIe siècle, hein, cette Assomption de la Vierge peinte pour la basilique franciscaine des Frari, donc, que Rubens a pu voir. On retrouve, hein, cette bipartition de la composition, l'usage des putti qui accompagnent et supportent les nuages, qui accompagnent l'élévation du corps de la Vierge vers le ciel. On a la bipartition, pardon,
la partie inférieure qui, elle, regroupe les différentes figures masculines, les apôtres qui voient le tombeau de la Vierge vide, mais on voit aussi toutes les modifications qu'opère Rubens par rapport au modèle de Titien, avec notamment l'enrichissement iconographique, avec par exemple l'ajout de saintes femmes accompagnant les apôtres, qui sont totalement absentes de la partie inférieure du tableau de Titien, mais également une volonté de désordonner volontairement l'image. Chez Titien, on a une organisation presque géométrique, hein, avec le sentiment qu'une ligne horizontale coupe le tiers inférieur de la composition, et une deuxième ligne horizontale sépare la figure de la Vierge de Dieu le Père. Donc Dieu le Père est supprimé dans la composition de Rubens, mais on voit qu'ici, il y a la volonté de créer une sorte de désordre apparent, un chaos apparent, qui permet de restituer avec plus de fidélité la stupéfaction des apôtres devant la montée du corps de la Vierge vers le ciel. Et donc, c'est cette volonté de créer un peu plus de naturel dans la représentation, sortir de schémas trop géométriques qui caractérisent aussi le travail de Rubens, qui donc travaille sur le désordre des figures, qui travaille sur la dissymétrie. Hein. Vous avez chez Titien deux petits poutis qui encadrent la figure de la Vierge. Cette fois-ci, on a affaire à une dissymétrie, une volonté de créer un déséquilibre pour là aussi renforcer le sentiment d'un dynamisme plutôt que d'une organisation trop stricte de la composition. Et puis par ailleurs, vous constaterez que alors que chez Titien, on a les figures des apôtres qui sont vues en contre-jour, hein, la lumière étant celle qui vient du corps, qui vient de la gloire céleste, qui se trouve à l'arrière-plan, donc les figures, y compris celles de la Vierge, sont en partie en contre-jour, alors que chez Rubens, la lumière vient du ciel, mais par l'avant, et donc permet d'éclairer un centre de figures qui se trouve dans la partie inférieure. Donc on a une sorte de Titien revu et corrigé, dans le sens d'une plus grande dynamisation, et dans le sens d'un plus grand naturel. Un troisième exemple de cette relecture de Titien par Rubens, c'est ce Jardin de l'amour, peint entre 1630 et 1635, toujours par Rubens, qui reprend partiellement certains matériaux de la célèbre fête de Vénus, mais là de façon beaucoup plus libre. Hein. On retrouve l'idée de la somme de figures placées dans un espace où l'on trouve à la fois une nature idyllique et quelques éléments d'architecture ou de sculpture antique. La fameuse Vénus ici, d'après la Vénus Médicis, qui se trouve dans la partie supérieure droite. Mais tout cela est revu et corrigé dans le sens d'une sorte de scène de la vie quotidienne d'une élite aristocratique flamande, ici représentée, s'égayant et se divertissant dans un jardin imaginaire qui renvoie à l'imaginaire pastoral de l'Antiquité et dont s'inspirera au début du XVIIIe siècle, vous le verrez dans le cours qui sera consacré à l'art français du XVIIIe siècle, qui inspirera notamment Antoine Watteau. Et donc, on a là encore un intérêt de Rubens à pouvoir réinterpréter le modèle de Titien avec quelques changements importants. D'abord, il remplace les figures d'enfants par des figures d'adultes, aux exceptions des quelques poutis qui accompagnent ces figures, hein, qui donc renforcent le sentiment d'une scène fantaisiste, d'un caprice. On n'est pas face ici, évidemment, à une représentation réaliste de la réalité. Et ces petits poutis sont d'ailleurs des allusions justement aux poutis du tableau d'origine. Je rappelle d'ailleurs que la fête de Vénus de Rubens en a réalisé une copie également. Donc il connaît parfaitement ce tableau pour l'avoir vu dans les collections espagnoles. Il remplace ces figures nues par des figures essentiellement costumées, et ces costumes lui permettent d'enrichir la composition chromatique en jouant sur la différenciation des costumes, la différenciation des couleurs, la différenciation des reflets de la lumière sur les étoffes de ses robes notamment. Et il ajoute une architecture beaucoup plus présente au cœur de la composition qui lui permet de construire un effet de perspective et donc de renforcer le sentiment de profondeur, alors que la profondeur chez Titien passe essentiellement par une perspective aérienne dans la partie supérieure de la composition. Mais Rubens n'est pas simplement un peintre qui s'intéresse aux maîtres anciens, aux maîtres italiens, c'est aussi un peintre qui assume, je dirais, l'identité néerlandaise de son art. Il s'affirme aussi comme un peintre qui s'intéresse aux maîtres flamands, et on peut le voir notamment dans cette fête paysanne, peinte entre 1630 et 1638, qui cette fois-ci n'est pas une dérivation d'un maître italien, mais d'un maître néerlandais, d'un maître flamand, qui est Peter Bruegel. On voit ici que c'est un autre modèle auquel tente de se confronter Rubens, toujours avec cette idée d'essayer d'en tirer quelque chose de nouveau. Ce nouveau, dans le tableau de Rubens, passe d'abord par l'élargissement de la vue. Chez Bruegel, on est dans l'espace confiné d'un village, alors que chez Rubens, on est à la lisière d'un village avec un horizon beaucoup plus présent et donc une vue paysagère beaucoup plus développée. On a également un accroissement du nombre de figures.
donc d'une composition plus complexe, plus riche d'un point de vue iconographique, qui d'ailleurs, de ce point de vue, la rapproche de la peinture d'histoire. On est dans une composition qui évoque presque une bataille, tant le nombre des figures est important. Une diversification des sujets, puisque si on regarde attentivement, on a dans cette scène toute une série de petites scénettes qui viennent construire des tableaux dans le tableau. De ce point de vue, d'ailleurs, Rubens n'est pas si éloigné que ça que de Bruegel, puisqu'on a vu dans un cours précédent que c'est une technique qu'avait employée Bruegel, notamment dans le portement de croix. On a vu cette extraordinaire foule de figures qui crée en quelque sorte des petites scénettes à l'intérieur, des sortes de scénettes anecdotiques à l'intérieur de la composition. Une harmonisation chromatique beaucoup plus forte. On voit notamment l'usage du brun qui sert de référent chromatique pour la ferme à l'arrière-plan et qu'on retrouve pour le sol et pour les chairs des figures, et qui va donc créer ce liant chromatique qui lie les figures. Et puis quelques échos chromatiques, comme le rouge que l'on va retrouver sur certaines figures, et le bleu également, et qui fait lui aussi référence par écho au ciel bleu de la composition. D'ailleurs, technique qu'on a vu déjà employée chez un Titien, je pense par exemple au Bacchus et Ariane il y a quelques mois. Et toujours l'action. L'action au cœur même de la peinture de Rubens. L'action est présente évidemment chez Bruegel, mais exclusivement dans les figures du premier plan, et surtout dans les figures des deux danseurs ici, alors que l'action, elle est omniprésente dans toutes les figures qui composent le tableau de Rubens. Et puis Rubens, c'est un rénovateur du genre du paysage. C'est quelqu'un qui va reprendre en charge la tradition du paysage flamand du XVe siècle. On a vu notamment le cas de Joachim Patenir, ces grands paysages panoramiques avec ces vues très très lointaines vers l'horizon, avec des figures souvent toutes petites, qui sont souvent des figures qui sont presque anecdotiques dans les tableaux de Patenir. Rubens étant un peintre d'histoire, il va redonner dans ces grands paysages la force et la valeur aux figures qui ne sont pas juste des figures anecdotiques, mais des figures qui ont un rôle central. On le voit par exemple dans ces deux tableaux qui allégorisent l'été et l'hiver. On voit que les figures sont au premier plan, qu'elles sont détaillées. Vous avez d'ailleurs ici un petit effet de lumière artificielle dans lequel Rubens fait, comment dirais-je, fait allusion au peintre landais qui, à la suite de Caravage en Italie, joue de ces lumières de bougies, de lanternes, etc. Donc il y a des petites allusions ici et là. Mais l'enjeu, c'est de redonner à ces paysages des figures que ces paysages méritent. L'autre aspect qui intéresse Rubens, c'est le rendu des phénomènes naturels, des phénomènes atmosphériques. Bon, ici, c'est évident, l'été, il est rendu donc par le ciel et les nuages percés par la lumière du soleil. Dans l'hiver, naturellement, ce que Rubens va représenter, c'est pas simplement la neige, comme Bruegel dans ses chasseurs dans la neige, pas simplement la neige au sol, mais la neige qui tombe. C'est-à-dire que vous voyez à l'arrière-plan les petits flocons de neige qui sont travaillés. Il prend son pinceau, il met du blanc sur son pinceau, et puis il fait comme ce qu'on appelle dans l'art contemporain du dripping, c'est-à-dire qu'il lance des petites gouttelettes comme cela, des gouttelettes de matière blanche pour créer le sentiment des flocons de neige qui tombent du ciel, et on en voit même entrer dans les tables qui est représentées ici. Donc une volonté au fond d'un paysage cosmique au sein duquel les êtres humains, la nature, semblent vivre en harmonie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, il ne fait plus appel à des paysans antiques, à des pastorales antiques, il fait appel à des figures qui sont directement inspirées de son étude des paysans flamands. Donc ce sont des paysages qui visent aussi à reconstituer, de façon très idéalisée évidemment, et de reconstituer une certaine forme d'identité géographique spécifiquement flamande, d'essayer de construire un paysage qui fonctionne sur ce modèle d'un paysage qui fait l'éloge de la beauté, de la grandeur du territoire flamand. Le fait que, comme je vous l'ai dit, les Flandres se soient séparés, plus exactement que les Provinces-Unies, se soient séparés des Flandres à la fin du XVIe siècle, explique que dans la peinture de Rubens, on va très souvent trouver une tonalité patriotique. Il s'agit pour lui de défendre une identité spécifiquement flamande, même si cette identité, on le verra après Pâques, elle se traduit aussi naturellement dans les paysages peints dans le nord des Pays-Bas. Et puis, je l'ai dit, une référence à certains artistes néerlandais, pour la plupart, qui ont imité le Caravage ou qui ont imité des imitateurs du Caravage. On a notamment évoqué autour de Rome la figure de Gerrit von Honthorst. On retrouve cet intérêt de Rubens pour ces peintres de la lumière artificielle, dans ce tableau assez impressionnant d'une vieille femme et garçon aux chandelles où il n'y a qu'une seule source de lumière,
qui est constitué par la bougie tenue par cette vieille femme. Et c'est cette source de lumière qui permet de construire l'ensemble du coloris de la composition, éclairant le visage de cette vieille, visage ridé, visage rougi peut-être par un abus excessif d'alcool, mais aussi éclairant le visage de ce petit garçon qui l'accompagne. Et vous avez ici tout un jeu de déploiement des ombres portées, de la transparence de la chair de la main, qui est rendue ici par ces teintes rouges, hein, un peu comme dans les tableaux de Georges Latour, hein, cette volonté de rendre compte de la transparence, de l'épaisseur de la chair, on retrouve cette idée centrale. Et tout cela avec un pinceau vif. Vous voyez que les traces du pinceau, assez visibles au niveau du visage de la vieille femme. La vieille femme, c'est aussi une caractéristique de Rubens, cette volonté de dynamiser la composition par la composition elle-même, par l'expressivité des mouvements, mais aussi par la touche, dont la vivacité va accentuer le sentiment de dynamisme d'ensemble.